La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour en savoir davantage, il nous faut remonter le temps, à l'époque des premiers humains. Suivre l'irrésistible dérive des continents et affronter les dinosaures. Nous allons plonger dans des océans remplis d'étranges créatures. Endurer le froid intense des périodes glaciaires. Et subir les attaques effrénées de projectiles cosmiques. Nous devrons voyager à travers le temps pour remonter jusqu'à l'origine même de la Terre. Nous pourrons alors reconstituer l'histoire incroyable de notre planète pour comprendre comment et pourquoi le monde est ce qu'il est, tel que nous le connaissons. Notre voyage débute il y a environ 5 milliards d'années. Notre magnifique planète bleue n'existe pas encore. Seule une jeune étoile, le Soleil, trône au milieu d'un nuage de poussière cosmique. Nous sommes arrivés trop tôt. La Terre n'est pas encore formée. Au fil du temps, la poussière se réunit sous l'effet des forces de gravitation pour former de petits morceaux de roche. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette accumulation de matière va engendrer un objet aussi complexe qu'une planète. En l'espace de plusieurs millions d'années, la gravitation va poursuivre son œuvre pour donner naissance à la Terre, une planète parmi tant d'autres qui orbitent autour du Soleil. Il y a 4,540 milliards d'années, notre planète a des allures de brasier infernal. Il règne une température de plus de 1200 degrés. Il n'y a pas d'air, seulement du gaz carbonique, de l'azote et de la vapeur d'eau. Aucun organisme ne pourrait résister. La Terre n'est encore qu'une protoplanète, constituée de roches en fusion. Dépourvue de surface solide, elle n'abrite qu'un vaste océan de lave. Une jeune planète baptisée Theia se dirige droit sur nous. Elle a la taille de Mars et se déplace à près de 15 km/s, 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. La force de gravitation de ce corps céleste déforme la surface de la Terre.
l'onde de choc est phénoménale. Les deux corps sont comme liquéfiés sous l'impact. Ils éjectent des milliards de tonnes de matière dans l'espace. Mais en moins d'un siècle, la force de gravitation rassemble les débris en un anneau de poussière incandescent qui entoure la Terre. La solidification des fragments de roche en fusion forme alors un ensemble de 3500 km de diamètre. Notre Lune est en train de naître. Elle gravite bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à peine 22 000 km au lieu des 400 000 actuels. Le soleil se lève sur une Terre en phase de refroidissement et se couche à peine 3 heures plus tard. L'impact a accéléré la rotation de la Terre. À ce stade, une journée ne dure que 6 heures. Mais sa lente évolution se poursuit. Pour mieux comprendre comment notre planète s'est formée, il faut avancer de plusieurs millions d'années. Une pluie de météorites. Il y a 3,9 milliards d'années, des débris issus de la formation du système solaire s'abattent sur la Terre. Observons ces minéraux étranges au cœur des météorites. Ils ressemblent à des cristaux de sel, le même que l'on saupoudre sur nos aliments. Chacun d'entre eux renferme de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles célestes pourraient bien contenir l'ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Chaque météorite ne contient qu'une quantité infime d'eau. Mais il s'agit d'un bombardement qui va durer 20 millions d'années. Des flaques se forment et l'eau s'accumule sur le sol ferme. Car si le noyau de la Terre est toujours en fusion, il règne une température de 70 à 80 degrés à la surface, qui a favorisé la formation d'une croûte. Chaque goutte, chaque perle dans les océans que nous connaissons aujourd'hui date de plusieurs milliards d'années. Elles ont parcouru des millions de kilomètres avant d'atteindre la Terre.
la Terre nous apparaît plus familière. Mais c'est encore un lieu dangereux. La force des vents dépasse sans doute celle de nos ouragans les plus destructeurs. La vitesse de rotation du globe alimente ces puissantes tempêtes. La Lune est si proche que sa force de gravitation est écrasante. Elle engendre de gigantesques marées qui déferlent à la surface de la Terre. Mais au fil du temps, la Lune s'éloigne. La houle s'atténue et la rotation de notre planète ralentit. « 700 millions d'années après sa naissance, la Terre est recouverte d'eau. Mais on distingue des formes étranges à la surface. Ce sont de petits îlots rocheux qui semblent venir de nulle part. Mais bientôt, de la roche en fusion surgit de la croûte terrestre et jaillit de l'océan. Avec le temps, la lave refroidit et forme une île volcanique. Par la suite, elles se rejoindront pour former les premiers continents. Notre jeune planète est recouverte d'eau et de terre. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique et la chaleur bien trop élevée pour que la vie s'y développe. Les météorites. Elles bombardent la planète depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans. Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant, cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants
se sont assemblés pour créer la vie. L'eau est maintenant saturée d'organismes microscopiques. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. La vie microscopique se développe. Mais 300 millions d'années s'écoulent sans que rien ne change. Le processus évolutif s'est bloqué. Seules persistent les bactéries monocellulaires. Pour trouver des formes de vie plus complexes, il faut faire un nouveau bond dans le temps et remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années dans un océan peu profond. Ces formations ressemblent à des rochers, ou peut-être même à des plantes aquatiques. Elles semblent émerger du sol marin. C'est une colonie de stromatolites. Chacune d'entre elles représente un amas de bactéries vivantes. Comme par magie, ces bactéries transforment la lumière solaire en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, utilise la puissance des rayons solaires pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose, une forme de sucre naturel. Et cette métamorphose libère un produit dérivé, un gaz, l'oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent l'océan d'oxygène. Au fil du temps, au contact de ce gaz invisible, les traces de fer présentes dans l'eau se mettent à rouiller. Les particules de rouille se déposent sur le fond marin pour former de la roche ferrugineuse, une matière minérale que l'homme utilisera plus tard dans la construction de ponts, navires ou gratte-ciel. À la surface, l'oxygène transforme l'atmosphère. Ces stromatolites sont en train de fabriquer l'élément essentiel au développement de la vie. Sans elles, aucune chose vivante ne serait apparue. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces anciennes colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le niveau d'oxygène continue d'augmenter. Et tandis que la rotation de la Terre ralentit, les journées s'allongent. À présent, elles durent environ 16 heures. Nous commençons à comprendre que la formation d'une planète est un long, très long processus. Il y a 1,5 milliard d'années, soit environ 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, aucune forme de vie complexe, aucune plante n'est encore apparue. Mais la Terre dispose d'un atout qui la distingue des autres planètes, une force qui a le pouvoir de tout changer. Notre planète, une magnifique boule bleutée parsemée d'îlots volcaniques. Il y a 1,5 milliard d'années, elle est le berceau de la vie primitive.
cours des millions d'années qui suivent, les îlots commencent à se déplacer. Au fond des océans, la croûte terrestre s'est fragmentée en vastes plaques, dites tectoniques. Plus en profondeur, le noyau de la Terre est toujours en action. Il y règne une température supérieure à celle de la surface du Soleil. La chaleur est si intense qu'elle génère des mouvements dans le manteau terrestre, qui entraînent la mobilité des plaques tectoniques et des océans à travers le globe. Plusieurs millions d'années s'écoulent. Vue en accéléré, notre planète paraît active, changeante, en un mot, vivante. 400 millions d'années plus tard, un vaste continent se forme, Rodinia. Dans les eaux peu profondes qui entourent ce continent unique, les stromatolites ont continué à alimenter l'atmosphère en oxygène. La température ambiante avoisine les 30 degrés et la journée dure maintenant 18 heures. Mais cette planète ressemble davantage à Mars qu'à la Terre. Pour voir émerger la vie, il nous faut encore avancer dans le temps. Le nord-ouest de la future Amérique, il y a 750 millions d'années. Une force provenant des entrailles de la Terre est en train de déchiqueter la croûte terrestre. Le monde semble se déchirer. Une seule force est capable d'une telle puissance, la chaleur. Elle s'échappe du noyau liquide de la planète et étire la croûte terrestre. Centimètre par centimètre, année après année, le vaste continent unique se scinde en deux. Cette activité géologique intense a engendré d'innombrables volcans. Les éruptions répandent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le ciel est saturé de gaz et de cendres. Au contact de l'eau, le dioxyde de carbone donne des pluies acides. À la surface de la Terre, la roche, très exposée en cette période d'activité géologique extrême, s'imprègne du gaz carbonique charrié par les pluies acides. Un processus au cours duquel la croûte terrestre va absorber une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Le déficit de gaz carbonique dans l'atmosphère empêche la planète de retenir la chaleur du Soleil. En l'espace de quelques milliers d'années, la température du globe chute jusqu'à moins 50 degrés.
Ce désert glacial recouvre le sud de l'Australie, il y a 650 millions d'années. Il témoigne d'une phase que certains scientifiques appellent la Terre boule de neige, au cours de laquelle la planète aurait connu la plus longue période glaciaire de son existence. Une épaisse couche se forme. Rien ne peut l'arrêter. La formation de la glace favorise la réflexion de la lumière émise par le Soleil, ce qui accélère le processus de glaciation du globe. Au nord, une seconde couche se forme, tout aussi imposante. Deux calottes glaciaires se propagent à partir des pôles pour se rejoindre au niveau de l'équateur. À présent, une couche de 3 km d'épaisseur recouvre toute la planète. La Terre a d'abord été une boule de feu. Désormais, c'est une boule de glace. La chaleur et la lumière solaire sont réfléchies vers l'espace. Rien, pas même le Soleil, ne semble pouvoir sauver notre planète. La Terre est une gigantesque boule de neige. Il y a 635 millions d'années, la glace recouvre le globe pendant près de 15 millions d'années. Mais rien n'est éternel et la Terre va se réchauffer. La vie aura-t-elle survécu? La surface du globe est gelée, mais son noyau est toujours plus chaud que la surface du Soleil. Depuis le début de la période glaciaire, les éruptions volcaniques n'ont pas cessé. Mais elles n'ont eu aucun impact sur la couche de glace. Au fil des éruptions, des milliards de tonnes de gaz carbonique se répandent dans l'atmosphère. Avant la grande glaciation, la roche de la croûte terrestre en absorbait la plus grande partie. Mais maintenant que le sol est recouvert de glace, le gaz se répand dans l'atmosphère. Les rayons du Soleil se retrouvent piégés par le gaz carbonique et un réchauffement climatique s'opère. Les températures grimpent et la glace commence à fondre. Les scientifiques supposent qu'au cours de cette longue période glaciaire, le poids de la couche de glace a affaissé la croûte terrestre. Lorsque la calotte glaciaire se met à fondre, le sol tend à se redresser, se fragilise et laisse émerger de nombreux volcans. Le dioxyde de carbone libéré par les volcans contribue au réchauffement global. Lorsque la planète était recouverte de glace, les rayons ultraviolets du Soleil, réagissant au contact des molécules d'eau gelée, ont produit du peroxyde d'oxygène. Maintenant que la glace est en train de fondre,
le peroxyde d'oxygène se décompose et libère d'immenses quantités d'oxygène. Avec autant d'eau, les conditions propres à l'émergence de la vie sont idéales. Avant l'épisode de la Terre boule de neige, les bactéries primitives avaient colonisé les océans. Il y a 540 millions d'années, dans un océan rempli d'oxygène, les bactéries primitives ont évolué. Une faible quantité a survécu à la glaciation, car le fond marin est couvert de plantes. Mais ce n'est pas tout. Cette créature étrange ressemble à une limace à carapace. C'est un vivaxia, qui appartient à une nouvelle génération d'organismes multicellulaires complexes. Nous entrons dans l'une des périodes les plus dynamiques de l'histoire de la Terre, celle de l'explosion cambrienne. L'augmentation du taux d'oxygène permet aux créatures d'accroître leur masse et de développer un squelette osseux. Il y a des vers, des éponges, et ces créatures mobiles, des trilobites. Ce sont de lointains ancêtres des insectes, des homards et même des scorpions. Dans les océans, la vie prospère. On y trouve des bactéries microscopiques et des monstres, comme celui-ci. Un Anomalocaris. Sa taille avoisine le mètre. Il dispose de grands yeux, de dents acérées et de membres antérieurs. Pour se nourrir, l'Anomalocaris n'a qu'à se servir. Le trilobite est incapable de se rétablir. Sa carapace ne protège pas son abdomen. Ces créatures sont des picaillas. Elles mesurent 5 à 6 cm de long et sont vraisemblablement les précurseurs de la branche des vertébrés. Après des millions d'années d'évolution, cette structure primitive aboutira au squelette qui nous permet de nous tenir droit. En plongeant dans l'océan, nous ne pensions trouver que les vestiges de la vie. Mais nous avons découvert un monde prospère et vivant, colonisé par les trilobites et autres Anomalocaris. Petit à petit, les créatures prennent des formes familières. Des dizaines de milliers de plantes et d'espèces peuplent déjà le fond des océans. Cette fois, l'offensive de la vie semble inéluctable.
Mais qu'en est-il sur la terre ferme? Il y a 460 millions d'années, les plaques tectoniques ont encore bougé. Un nouveau continent unique s'est formé, le Gondwana. La température ambiante avoisine les 30 degrés et le taux d'oxygène est proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le sol devrait être recouvert de végétation et fourmillé de créatures. Mais hormis quelques algues, c'est une terre aride qui s'étire à perte de vue. Il ne peut y avoir qu'un seul responsable, le Soleil. Ses rayons meurtriers martèlent la surface. La vie complexe que nous avons observée dans l'océan n'a aucune chance de s'épanouir sur la terre ferme. Mais à une cinquantaine de kilomètres d'altitude, là où les rayons du soleil pénètrent dans l'atmosphère, un phénomène étrange est en train de se produire. Au contact du rayonnement solaire, l'oxygène se transforme en ozone, un gaz qui forme une couche autour du globe et absorbe les rayons mortels du soleil. Au cours des 120 millions d'années qui suivent, la couche d'ozone s'épaissit, protégeant davantage notre planète des rayons solaires. Sans cette couche salutaire, la vie n'existerait pas à la surface de la Terre. À l'abri du rayonnement solaire, la vie s'épanouit. Ces petites taches de mousse sont les premières plantes terrestres. Et elles libèrent encore plus d'oxygène. Le taux monte en flèche. Nous sommes il y a 375 millions d'années. Quelque chose semble nager sous la surface de l'eau. C'est un poisson étrange, un tiktaalik. À la différence des poissons que nous connaissons, il dispose d'un cou mobile et utilise ses nageoires comme des membres. Cette créature est capable de se mouvoir hors de l'eau, là où la végétation est en pleine expansion. Ces animaux appartiennent à la catégorie des tétrapodes. Au cours des 15 millions d'années qui suivent, ils développent des membres plus robustes, passent davantage de temps hors de l'eau et finissent par coloniser la Terre. C'est à partir de créatures comme celle-ci que tous les vertébrés à 4 membres vont se développer. Les dinosaures, les oiseaux, les mammifères et enfin l'homme. Le sol est recouvert de mousse et de fougères à perte de vue. Certaines plantes font plus de 30 mètres de haut.
Voici une graine, charriée par les vents. Jusqu'alors, les plantes se reproduisaient à l'aide de spores, des particules monocellulaires qui nécessitent beaucoup d'eau pour croître et survivre. Mais cette graine est à des kilomètres de tout point d'eau. Elle doit disposer de ses propres réserves pour se développer. À la différence des spores, elle peut survivre durant des mois, voire des années, sans eau ni nourriture. Cette modeste graine répand la vie à travers le globe. Et tous ces arbres et ces plantes libèrent encore davantage d'oxygène. Nous pourrions respirer l'air qui circule. Nous pourrions vivre ici, maintenant. Nous avons accompli un long trajet, depuis une boule de poussière et de roches incandescentes jusqu'à cette planète bleue et verte, grouillant de vie. Il n'y a pas encore d'humains, mais il y a des poissons, des plantes et cette créature. Une libellule. Une libellule de la taille d'un aigle. Cette géante s'appelle Meganeura. Au fil de l'évolution, ses membres se sont transformés en ailes, lui permettant d'étendre son territoire de chasse. Il y a des mille-pattes, des araignées et toutes sortes d'insectes. Ces créatures, des arthropodes, sont parmi les premières à avoir colonisé la terre ferme il y a 400 millions d'années. Elles sont très semblables aux insectes que nous connaissons aujourd'hui. À une différence près, elles sont gigantesques. Nous sommes tombés sur un monde perdu, peuplé de géants. Les mille-pattes mesurent 2 mètres et les scorpions ont la taille de loups. La forte teneur en oxygène de l'atmosphère rend leur système respiratoire plus efficace, permettant aux insectes d'atteindre des dimensions bien plus importantes qu'aujourd'hui. Ce reptile primitif est un Hylonomus. Les créatures que nous avons vues jusqu'à présent pondaient leurs œufs en milieu aquatique. Mais ces œufs contiennent toute l'eau et les substances nutritives nécessaires au développement de l'Hylonomus. Les embryons grandissent dans une cavité remplie de liquide. L'œuf constitue une avancée décisive dans le cycle de l'évolution. Désormais, les animaux peuvent quitter leur environnement aquatique pour conquérir la terre. Ce bébé Hylonomus va ouvrir la voie. C'est une nouvelle forme d'espèce, un reptile. La vie débouche inévitablement sur la mort. D'énormes quantités de matière végétale s'accumulent sur le sol et se décomposent pour former des couches denses et humides. Au terme de dizaines de millions d'années,
la roche viendra recouvrir ses couches. Sous l'effet combiné de la chaleur du noyau de la Terre et de la pression des roches en surface, le lit de plantes mortes se transforme en veine de charbon. Aujourd'hui, chaque morceau de charbon que nous consumons pour chauffer nos maisons et alimenter nos centrales électriques est constitué de végétaux morts il y a 300 millions d'années. Au cœur de la matière en décomposition, à l'abri des regards, la vie se réveille. Bientôt, les graines germeront, les plantes pousseront et ces sols renaîtront de leurs cendres. La vie semble avoir conquis la planète. Un troupeau de créatures pâture dans les plaines sibériennes. Ce ne sont pas des dinosaures. L'espèce n'apparaîtra pas avant une vingtaine de millions d'années. Mais ce sont de grands animaux. L'évolution a fait un gigantesque pas en avant et les petits lézards que nous avons aperçus plus tôt sont devenus des reptiles géants. Ceux-là sont des scutosaures, les parents éloignés des tortues. Ils sont herbivores. Et si les herbivores ont l'air si robustes, les carnivores doivent être monstrueux. Un gorgonopside. Une machine à tuer préhistorique parfaitement conçue. Ses dents en forme de sabre ont blessé le scutosaure. Le prédateur observe sa proie qui agonise. Il s'apprête à lui donner le coup de grâce quand quelque chose d'étrange se produit. Le sol se met à trembler. L'écorce terrestre semble soumise à une forte pression. De la lave jaillit à la surface et inonde le paysage tout entier. C'est un épanchement basaltique, la remontée d'un gigantesque fragment du manteau terrestre qui fait surgir la roche en fusion à travers les fissures de la croûte terrestre. La surface de la Terre se transforme en brasier infernal. Les scutosaures et les gorgonopsides disparaissent. Ce sont les premières victimes de la plus grande extinction massive que la Terre ait connue, l'extinction du Permien. De l'autre côté du continent Gondwana, c'est comme si rien ne s'était passé. Il neige. Pourtant,
la température avoisine les 20 degrés. C'est une pluie de cendres provenant d'éruptions survenues à 16 000 km de distance. Les cendres brûlent, asphyxient et tuent les animaux aux quatre coins du globe. L'atmosphère est saturée de dioxyde de soufre. Avec la pluie, le gaz se transforme en acide sulfurique, brûlant tout ce qu'il touche. Le phénomène qui paraissait localisé est en train de s'étendre à l'ensemble de la planète. Les éruptions de Sibérie accroissent la teneur en dioxyde de carbone de la Terre. L'atmosphère se réchauffe, l'eau s'évapore et la végétation meurt. La vie, qui semblait enfin avoir pris pied sur notre planète, est en train de s'éteindre. Il n'y a plus aucun signe de vie sur la terre ferme. Mais dans les océans, que se passe-t-il? La mer devient rose. La flore, les trilobites, les prédateurs, tout a disparu. Tout, à l'exception de ces algues roses. La hausse des températures atmosphériques a dû réchauffer les océans et les priver d'oxygène. À présent, rien ne peut survivre dans ces eaux stagnantes, hormis les algues. Les éruptions sibériennes sont en train de transformer la planète entière. Rien, pas même le fond des océans, n'est à l'abri. D'où viennent ces bulles? Ce n'est pas de l'oxygène, mais du méthane qui s'échappe de vastes nappes emprisonnées sous le fond marin. Le méthane est un gaz à effet de serre au moins 20 fois plus mortel que le dioxyde de carbone. Jusque-là, il était solidifié sous forme de glace, mais avec le réchauffement des océans, celle-ci se met à fondre. Lorsqu'il est relâché dans l'atmosphère, ce gaz puissant accélère le réchauffement climatique. À présent, il fait près de 40 degrés à la surface du globe, soit 6 degrés de plus qu'avant les éruptions sibériennes. Cette fois, même les créatures qui ont réussi à survivre sont condamnées. Les éruptions durent 500 000 ans. Pendant tout ce temps, la lave n'a cessé de jaillir. À présent, une couche de roche en fusion d'environ 6 km d'épaisseur recouvre une étendue de la taille des États-Unis. « 95% de la faune et de la flore sont décimées. Une poignée de créatures ont réussi à survivre enfouies sous terre. Elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Le reste de la planète est anéanti. Il y a 250 millions d'années, nous sommes revenus à la case départ, sur une planète sans vie. Ou presque.
Cela fait près de 50 millions d'années que quasiment toute forme de vie a disparu de la Terre. La planète est transformée. Il y a 200 millions d'années, un continent unique s'étire d'un pôle à l'autre. La Pangée. La planète se remet tout juste de l'extinction massive du Permien. Les températures se stabilisent, les pluies acides ont cessé et la végétation réapparaît. Avec la disparition de 95% de la vie sur Terre, le champ est libre pour l'émergence de nouvelles espèces. Et notamment pour l'une d'entre elles qui va dominer la planète comme nulle autre auparavant. Celle des dinosaures. Voici l'Amosaurus. Comme tous les autres dinosaures, il descend des rares reptiles qui ont survécu à l'extinction permienne. Mesurant environ 4,50 m de haut, c'est une créature lente et vulnérable. Un dilophosaure. 2 dilophosaures. Ils sont plus petits et rapides. L'Amosaurus est un repas de taille pour un dilophosaure, mais pas pour deux. Les dinosaures ont repeuplé la Terre. Mais aucune espèce ne parvient à apprivoiser cette planète instable et agitée. La croûte terrestre devient moins dense. Comme soumise à une force mystérieuse, elle laisse échapper de la lave et se lézarde sous l'effet des séismes. Le phénomène se produit le long de ce qui deviendra la côte est de l'Amérique du Nord. L'activité des plaques tectoniques a repris. Il y a 190 millions d'années, la Pangée se fragmente. Une gigantesque plaque continentale s'est détachée, ouvrant un abîme dans lequel se forme un nouvel océan, la Thétis, au-dessus de ce qui deviendra plus tard le Moyen-Orient. Les courants charrient les substances nutritives vers les eaux côtières qui bordent le littoral de ce qui sera l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. L'abondance de nourriture attire les poissons par millions. Lorsque le cycle de la vie prend fin, les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années qui suivent, des couches de roches ensevelissent et réchauffent les vestiges de matière organique. Les cadavres de poissons et de plancton seront recyclés pour donner du pétrole.
l'essence qui alimente nos voitures, chaque morceau de plastique, la peinture sur nos murs, la moquette sous nos pieds, tous ces produits sont issus de ce processus. Il y a 180 millions d'années, la plaque continentale nord-américaine continue de s'éloigner des plaques européennes et asiatiques vers l'ouest. Cette progression est lente, environ 2,5 cm par an. Mais si l'on accélère le temps, on assiste à la formation d'un nouvel océan et de nouveaux continents. Montréal s'éloigne de Marrakech et New York de l'Afrique occidentale. Le gouffre qui sépare les deux continents se remplit pour donner naissance à un vaste océan, l'Atlantique. Dans cet océan, de nouvelles créatures voient le jour. Comme celle-là par exemple, un ichthyosaure. Leurs ancêtres reptiliens vivaient sur la terre ferme. Mais ils se sont adaptés au changement de la planète et ont développé des nageoires pour rejoindre l'océan Atlantique qui s'est tout juste formé. Celui-ci mesure 6 mètres de long. Il peut nager à une vitesse de 40 km/h. C'est la créature la plus rapide et le prédateur le plus efficace de l'océan. L'espèce a régné sur les mers du globe pendant 50 millions d'années. Mais à présent, un nouveau prétendant lui dispute sa couronne. Le pliosaure. La longueur d'un autocar pour le poids d'un camion. Ses mâchoires immenses sont 8 fois plus puissantes que celles d'un grand requin blanc et ses dents ont une trentaine de centimètres de long. Notre planète, comme les créatures qui y vivent, est méconnaissable. L'océan Atlantique a englouti ce qui était autrefois la terre ferme. C'est ici même que nous avions vu les Amosaurus paître et les Dilophosaures traquer leur proie. Le monde des dinosaures est peut-être différent, mais ces créatures se sont imposées comme aucune autre auparavant. Elles paraissent invincibles. L'espèce a survécu aux éruptions volcaniques, aux séismes et à la dérive des plaques continentales. Les dinosaures ont prospéré durant 165 millions d'années. Mais rien n'est invincible. Un petit animal aux allures de musaraigne. Il descend des rares mammifères qui ont survécu à l'extinction massive survenue 185 millions d'années plus tôt. C'est aussi une proie pour les dinosaures. C'est pour cette raison que la plupart des mammifères vivent dans les arbres,
ou enfouis sous terre et ne s'aventure à la surface qu'à la nuit tombée. Il ne représente aucune menace pour les dinosaures. Rien ne peut rivaliser avec la domination de l'espèce. Du moins, sur Terre. Un morceau de roche gigantesque traverse l'espace. Cet astéroïde a un diamètre d'environ 10 km. Il est plus gros que le mont Everest. Et il file à 70 000 km/h en direction de la Terre. Il se dirige vers le golfe du Mexique, au large de la péninsule du Yucatan. Sa vitesse est telle que nous raterions l'impact le temps d'un battement de cils, à moins que nous ne ralentissions le temps. En une fraction de seconde, le monde va changer pour toujours. Au moment de l'impact, le sommet de l'astéroïde se trouve encore à 11 000 mètres d'altitude, là où croisent les avions de ligne modernes. L'astéroïde percute le sol avec une puissance telle qu'il pulvérise tout ce qu'il touche et se vaporise instantanément. L'impact libère l'énergie de plusieurs millions de bombes nucléaires. Rien n'est à l'abri, pas même en altitude. Certains de ces blocs de roche ont la taille de petites villes. L'onde de choc s'éloigne de la zone d'impact comme les éclats d'un obus. Quelques minutes après la collision, à des milliers de kilomètres de la zone d'impact, la Terre est bombardée de toutes parts. Une pluie de débris tombe du ciel. De puissants séismes secouent la planète. Les côtes sont ravagées par des raz-de-marée. Mais l'assaut ne fait que commencer.
Le panache de poussière et de roches en fusion se répand autour de la Terre. Le ciel s'embrase. À la surface du globe, la température grimpe jusqu'à 275 degrés. Au sol, la végétation s'enflamme. Plusieurs mois après l'impact, les cendres et la fumée occultent toujours les rayons du soleil. Privée de lumière, la végétation meurt, affamant la faune dont elle assurait la survie. L'issue d'un tel cataclysme semble fatale. Il y a 65 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a entraîné l'extinction des dinosaures. Leur règne de 165 millions d'années vient de s'achever. Mais la disparition des dinosaures représente une opportunité pour une autre espèce, les mammifères. En vivant enfouis sous terre, ils ont survécu aux flammes et à la fournaise. Et parce qu'ils sont omnivores, ils se développent, tandis que les espèces au régime alimentaire spécifique succombent. Ce sont les héritiers improbables de la couronne des dinosaures. Une histoire s'achève, une autre débute. Qui sait, la disparition des dinosaures pourrait ouvrir la voie à nos ancêtres. Les dinosaures se sont éteints depuis longtemps. La planète est paisible. Dans ce nouveau monde, nos ancêtres mammifères évoluent. Ce lac, il y a 45 millions d'années, situé aux abords de l'Allemagne d'aujourd'hui, devrait être l'endroit idéal pour les observer. Celui-ci est différent des spécimens que nous avons vus auparavant. Ses yeux et son cerveau sont plus grands. Il se nomme Darwinius massilae, Ida, de son petit nom. Cette femelle ne nous ressemble pas, mais l'étude de son fossile, découvert en 1983, nous permet de penser que cette espèce de primate, aujourd'hui éteinte, a pu se développer pour donner les grands singes et enfin l'homme. Ce petit lémurien qui vivait il y a 47 millions d'années pourrait bien être l'un de nos premiers ancêtres connus. Le plan d'eau repose sur un cratère volcanique. Il libère des gaz toxiques. Le lac qui a tué Ida va la conserver dans ses eaux à faible teneur en oxygène. Un jour, quand l'eau aura disparu et qu'Ida sera fossilisée dans la pierre, nous découvrirons que ce primate primitif pourrait bien être à l'origine de notre propre histoire.
Voici notre planète il y a 20 millions d'années. Chaque océan, chaque continent est à la même place qu'aujourd'hui. Il ne manque qu'un détail. L'homme. Pour que l'être humain fasse son apparition dans ce monde, quelque chose doit changer. Le long de la côte orientale de l'Afrique, entre les plaques qui forment la croûte terrestre, un grand rift est en train de s'ouvrir. Il s'étend sur plus de 6400 km. Des montagnes émergent le long des zones de fracture. Là, on dirait un singe. Ce n'est pas un humain. Il pourrait rester perché dans les arbres, mais son environnement est en train de changer. Les nouveaux massifs agissent comme un mur qui empêche la région de bénéficier de l'humidité provenant de l'océan Indien. Il fait plus chaud et plus sec. La forêt tropicale se transforme en savane aride. Le réchauffement du climat est en train de détruire l'habitat de ces créatures. Elles doivent migrer pour chercher de la nourriture, ce qui implique de se redresser pour progresser sur deux pieds et parcourir de grandes distances. C'est l'étape la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Cette barrière de massifs qui borde la côte est de l'Afrique pourrait bien être à l'origine du redressement de notre posture. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mouvement aléatoire de deux plaques continentales a sans doute déclenché une série d'événements qui aboutiront à l'arrivée des premiers humains. Un homme et un enfant. Ce pourrait être une scène contemporaine. Mais elle se déroule il y a 1,5 million d'années. Ces créatures sont des Homo erectus, une espèce humaine primitive. Et ces empreintes sont les premières à ressembler aux nôtres. Les civilisations passées et présentes, les grandes inventions, les idées les plus brillantes, l'histoire humaine dans toute sa complexité et sa splendeur, tout commence ici et maintenant. Le climat change à nouveau. Il y a 70 000 ans, le niveau de la mer s'abaisse. Par endroits, moins de 13 km séparent l'Afrique de l'Arabie. La mer Rouge est une bande d'eau étroite et assez peu profonde pour que ce petit groupe sorte d'Afrique. Ils appartiennent à une espèce humaine plus récente, Homo sapiens. Le groupe a réussi la traversée.
les scientifiques sont convaincus que chaque homme, femme et enfant né en dehors de l'Afrique descendent de ces 200 et quelques individus. Au fil du temps, nos ancêtres se multiplient et s'étendent à l'Inde, à l'Asie et à l'Europe. Et tandis que les humains migrent vers le nord, un gigantesque mur de glace se déplace vers le sud. Cette période glaciaire transforme la planète une fois de plus. En se retirant, les glaciers creusent d'immenses vallées qui se remplissent d'eau de fonte pour donner les grands lacs d'Amérique du Nord. Il y a 6000 ans, la glace se retire jusqu'au pôle, autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Après un voyage de 4,5 milliards d'années, nous sommes de retour chez nous. Voici le monde tel que nous le connaissons. Pour la première fois, nous pouvons retracer l'histoire incroyable de notre planète. Nous pouvons comprendre l'origine et l'importance de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Des cieux qui nous surplombent, au rôle de l'eau, l'ingrédient essentiel à la vie, jusqu'au sol que nous foulons. Et enfin la vie, résultat spectaculaire d'une chaîne de hasards, de coïncidences et de catastrophes. Chaque triomphe, chaque désastre est un pas sur le sentier qui mène jusqu'ici, jusqu'à nous, aujourd'hui. Cependant, l'histoire de la Terre ne s'achève pas maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses, mais il en reste tant d'autres à venir. La Terre vivra encore au moins 4,5 milliards d'années. Nous n'avons accompli que la moitié du voyage. Imaginez quelle merveille, quelle frayeur, quelles créatures étranges attendent encore notre planète. Le prochain chapitre de l'histoire de la Terre reste à écrire.